Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et Franck Ferrand reçoit Serge Legas cet après-midi pour évoquer les frères Van Gogh, Vincent et Théo. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est un livre paru chez Actes Sud qui nous donne l'idée de cette émission. Livre de Wouter van der Veen, au titre un peu provocateur, Le capital de Van Gogh ou comment les frères Van Gogh ont fait mieux que Warren Buffett. Ah oui, en effet, c'est provocateur. Lorena Martin nous conduira en fin d'émission à Auvers-sur-Oise, dernière adresse de Vincent. Oui, nous la suivrons notamment à l'auberge Ravoux, vous savez, où le génie a rendu son dernier souffle avec cette chambre qui est restée intacte. Et puis, je reviendrai pour ma part en cette veille de grand week-end sur les origines de la météo dans les médias. Pour le moment, place à Vincent et Théo. Nous sommes le 20 février 1888, à la gare d'Arles. Vincent Van Gogh, emmitouflé dans un grand manteau assez élégant, il faut bien le dire, avec un chapeau de feutre sur la tête. Vincent descend d'un train après 15 heures de voyage. C'était comme ça à l'époque. La ville est quasi sous la neige et avec ses malles, et notamment son matériel de peinture, il a du mal à se déplacer. Il est impatient de se mettre au travail, Vincent Van Gogh. Il doit d'abord trouver un endroit où dormir. Il loue une chambre dans un hôtel-restaurant qui est situé dans le quartier des Maisons Closes de la ville. Et le lendemain, il écrit à son frère Théo, qui est de 4 ans son cadet. Je te dirais que pour commencer, il y a partout au moins 60 cm de neige de tombée et il en tombe toujours. Arles ne me semble pas plus grand que Bréda ou Mons. Avant d'arriver à Tarascon, j'ai remarqué un magnifique paysage d'immenses rochers jaunes, étrangement enchevêtrés, des formes les plus imposantes. Dans les petits vallons de ces rochers étaient alignés de petits arbres ronds au feuillage d'un vert olive ou vert gris qui pourraient bien être des citronniers. Mais ici, à Arles, le pays paraît plat. J'ai aperçu de magnifiques terrains rouges plantés de vignes avec des fonds de montagne du plus fin lilas. C'est quand même extraordinaire. Il est en train d'écrire, on a l'impression qu'il peint quand même. Et les paysages sous la neige, avec les cimes blanches contre un ciel aussi lumineux que la neige, étaient bien comme les paysages d'hiver qu'ont fait les Japonais. Je n'ai encore fait qu'un petit tour dans la ville, étant plus ou moins esquinté hier soir. Je t'écrirai bientôt avec une bonne poignée à toi et aux copains. Donc quand il arrive à Arles, Vincent a 34 ans, Théo en a 30. Vincent a d'abord été employé chez des négociants d'art au sein de la firme Goupil, proche de sa famille. Il est devenu assistant d'un révérend méthodiste, espérant faire des études de théologie, devenir pasteur. Mais les conditions de vie d'évangéliste, son excentricité, ont contraint à abandonner à 27 ans cette vie-là pour devenir artiste. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à recevoir de l'argent de son frère Théo, avec qui il entretient une importante correspondance depuis des années, depuis 1872. Voilà ce que nous dit Wouter van der Veen dans Le capital de Van Gogh. Donc, ce sont deux frères marqués par des souvenirs communs forts et une identité familiale affirmée. D'après leurs deux témoignages, ils ont vécu une enfance heureuse dans leur commune de Zundert, où ils partageaient une même chambre. Avec un écart d'âge de 4 ans, ils évitaient l'écueil de la concurrence tout en préservant des centres d'intérêt communs. Théo admirait son grand frère qui, en retour, se sentait responsable de son cadet. Théo lui a d'abord envoyé 100 francs. Ça vous paraît pas grand-chose, c'est une somme importante à l'époque. En tout cas tout à fait correcte. Ça correspond au double du salaire d'un facteur en début de carrière. Et puis les sommes sont passées à 150 lorsque Vincent s'est installé à La Haye. Il vivait là avec une femme de mauvaise vie, une prostituée enceinte, relation tout à fait éphémère au demeurant. En 1886, Vincent s'installe à Paris pour vivre chez Théo qui dirige donc la succursale parisienne de Goupil. C'est le point de départ d'une collaboration professionnelle cette fois entre les deux frères puisque Vincent peint et Théo vend, ou voudrait vendre. Pour subvenir aux besoins de son frère, Théo lui a donné de plus en plus d'argent, seulement Vincent a rapidement dilapidé ses sommes, notamment dans l'achat d'estampes japonaises, ça ne s'invente pas. Et en février 1888, après 2 ans dans la capitale française et plus de 200 toiles déjà peintes, Vincent Van Gogh part donc pour la Provence. Il va séjourner en Arles. Wouter van der Veen nous dit « Il se lance dans une mission qui comporte 3 volets. Explorer la possibilité de vendre des tableaux contemporains à Marseille, monter un atelier à même d'accueillir plusieurs artistes afin d'optimiser les rentrées et les sorties budgétaires propres à leur activité, faire une coopérative si vous voulez, et troisièmement, constituer un ensemble cohérent de tableaux et d'études inspirés
de la Provence. Et le fait est que, de ce point de vue, Vincent travaille beaucoup. Je suis en train de peindre avec l'entrain d'un Marseillais mangeant la bouillabaisse, dit-il, ce qui ne t'étonnera pas lorsqu'il s'agit de peindre des grands tournesols. Il écrit ça en août. Et comme il a besoin des meilleures toiles, de la meilleure peinture, les 235 francs qu'il perçoit désormais chaque mois de son frère ne suffisent plus. Et il faut dire aussi qu'il boit beaucoup et qu'il fréquente toujours les maisons closes de la ville. Il écrit à Théo le 3 septembre « Je puis bien, dans la vie et dans la peinture, me passer du bon Dieu, mais je ne puis pas, moi souffrant, me passer de quelque chose qui est plus grand que moi, qui est ma vie, la puissance de créer. » Et dans un tableau, je voudrais dire quelque chose de consolant comme une musique. Je voudrais peindre des hommes et des femmes avec ce je ne sais quoi d'éternel dont autrefois le nimbe était le symbole, et que nous cherchons par le rayonnement même, par la vibration de nos colorations. Ah, le portrait avec la pensée, l'âme du modèle, exprimer la pensée par le rayonnement d'un ton clair sur un fond sombre, exprimer l'espérance par quelque étoile, l'ardeur d'un être par un rayonnement de soleil couchant. Ce n'est certes pas là du trompe-l'œil réaliste, mais n'est-ce pas une chose réellement existante? Et l'on se dit que non seulement Vincent van Gogh avait du génie pour la peinture, mais il avait un très grand talent pour l'écriture. Depuis le départ, l'objectif de Van Gogh est donc de fonder cette espèce de, comment on pourrait appeler ça, d'atelier commun, je vous disais de coopérative, c'est beaucoup dire, mais de communauté d'artistes. Il écrit à son frère qu'il veut faire, je cite, une maison d'artistes pratique et pas un atelier ordinaire plein de bibelots. À partir de mai 88, il loue l'aile droite d'une maison jaune qu'il occupe à partir de la mi-septembre. Important qu'elle soit jaune pour lui, vous imaginez bien. Il meuble sa chambre et celle de celui qu'il espère faire venir en priorité, c'est-à-dire Paul Gauguin. Gauguin que Van Gogh a rencontré à Paris et qui travaille à cette époque évidemment en Bretagne, à Pont-Aven. Van Gogh écrit à Théo que dans la chambre de Gauguin sera accrochée une toile des tournesols et il songe à planter 2 lauriers roses devant la porte dans les tonneaux, dit-il. Gauguin rejoint finalement Van Gogh fin octobre. C'est une collaboration dont on a tellement parlé que vous la connaissez forcément. Elle se révèle dans un premier temps assez fructueuse et puis elle devient de plus en plus orageuse. Et le 23 décembre, après une dispute de plus, une dispute de trop, Van Gogh menace Gauguin avec un rasoir. Gauguin s'en va. Et après son départ, Vincent se retrouve seul, terriblement seul. Et c'est là qu'il va se trancher une partie de l'oreille gauche. Théo vient immédiatement le voir à l'hôpital, après quoi il est obligé de retourner à Paris, le jour de Noël. Vincent, à ce moment-là, vient de sombrer dans ce qui apparaît bien comme une folie. Folie progressive, certes, avec pas mal de rémissions, mais une folie qui fait que désormais le soutien de Théo va se révéler plus qu'indispensable. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck, cet après-midi, vous nous racontez la correspondance entre Vincent van Gogh et son frère Théo. Une correspondance qui a duré 2 années, les 2 dernières années de vie du peintre. Une correspondance très importante. Mais au total, combien de lettres les 2 frères se sont-ils échangés? Et surtout, qui étaient les autres destinataires des lettres de Vincent? Oui, c'est vrai que cette correspondance prend de l'importance dans les 2 dernières années, même si elle avait donc commencé beaucoup plus tôt. Alors, si vous la comparez à la correspondance d'un Delacroix, par exemple, qui était autant écrivain que peintre d'ailleurs, lui, ou à celle de Monet même, qui compte des milliers de lettres. Évidemment, Van Gogh, lui, n'a écrit que 844 lettres, dont 650 à son frère. Les deux destinataires sont donc leur sœur, leur mère, et puis Van Gogh écrit également à Gauguin, à Émile Bernard, à un certain nombre de peintres néerlandais aussi. À la mort de Théo, sa veuve, Johanna Van Gogh, va récupérer toute l'œuvre de Vincent, y compris les lettres qu'elle souhaite publier. Et la première édition, qui est une édition en 3 volumes, paraîtra en 1914. Donc là, nous sommes, au début de l'année 1889. Vous savez, ce sont les 3 dernières années tellement importantes sur le plan artistique de la vie de Van Gogh, 89, 88, 9, 10. Là, il y a des crises mentales qui se succèdent de plus en plus, mais dans ses lettres, disons-le, il relativise le mal dont il est victime. J'ai été un peu malade, dit-il, seulement ça ne vaut pas la peine d'en parler, puisque j'en ai été quitte pour la peur. Je vais me remettre au travail demain, je commencerai à faire 1 ou 2 natures mortes pour retrouver l'habitude de peindre. Si jamais tu veux rendre l'interne Ray très heureux, voici ce qui lui ferait bien plaisir. Il a entendu parler d'un tableau de Rembrandt, la leçon d'anatomie. Je lui ai dit que nous lui en procurerions la gravure pour son cabinet de travail. Aussitôt que je me sentirai un peu en force, j'espère faire son portrait. Je t'assure
sûr que quelques jours à l'hôpital étaient très intéressants et on apprend peut-être à vivre des malades. J'espère que je n'ai eu qu'une simple toquade d'artiste et puis beaucoup de fièvre à la suite d'une perte de sang très considérable, une artère ayant été coupée, mais l'appétit m'est revenu immédiatement, la digestion va bien, le sang se refait de jour en jour et ainsi de jour en jour la sérénité me revient pour la tête. Je te prie donc d'oublier le parti pris délibéré je te prie donc d'oublier de parti pris délibéré ton triste voyage et ma maladie, la peinture et le métier que tu sais. Et bigre, nous n'avons peut-être pas tort de chercher à garder notre cœur humain. Dans les échanges qui suivent, Vincent évoque également la violente dispute qu'il a eue avec Gauguin 3 semaines plus tôt. Le 17 janvier 89, il écrit « En disséquant maintenant en toute hardiesse, rien ne nous empêche de voir en lui le petit tigre Bonaparte de l'impressionnisme en tant que tel. Je ne sais trop comment dire cela, son éclipse, mettons. » Son éclipse d'Arles soit comparable ou parallèle au retour d'Égypte du petit caporal susmentionné, lequel aussi s'est aussi rendu à Paris et qui toujours abandonnait les armées dans la dèche. Vous voyez que le style de Vincent, qui rend très difficile ma lecture, accompagne sa maladie, tout simplement, et qu'il va devenir de plus en plus illisible entre nous. Pourtant, la situation mentale de Van Gogh est telle qu'une trentaine de personnes demandent son expulsion de la ville d'Arles. C'est vous dire si quand même il fait du scandale. Un commissaire de police conclut que Van Gogh pourrait devenir dangereux pour la sécurité publique. Et en mars, il est donc interné sur ordre du maire à l'hôpital d'Arles. Il va en ressortir, me direz-vous, seulement avec des crises d'hallucination, avec des insomnies qui deviennent véritablement envahissantes. Et en mai de cette année 89, triste année, il est admis à sa demande à l'asile Saint-Paul de Mosole. Donc on est là à Saint-Rémy-de-Provence, début d'une période tout à fait éclatante dans l'œuvre de l'artiste, d'une période très difficile quant à son bien-être. Et il se remet au travail, c'est sa sauvegarde, le travail, d'une certaine manière. Et il écrit à son frère: depuis que je suis ici, le jardin désolé, planté de grands pins sous lesquels croît haute et mal entretenue une herbe entremêlée d'ivraies diverses, m'a suffi pour travailler et je ne suis pas encore dehors. Cependant, le paysage de Saint-Rémy est très beau et peu à peu je vais y faire des étapes probablement. J'ai une petite chambre à papier gris-vert avec 2 rideaux verts hauts, à dessins de rose très pâle, ravivés de minces traits de rouge sang. Ces rideaux sont fort jolis de dessin. Un fauteuil très usé, recouvert d'une tapisserie tachetée à la Diaz ou à la Monticelli, brun, rouge, rose, blanc, crème, noir, bleu, myosotis et vert bouteille. Incroyable. À travers la fenêtre barrée, j'aperçois un carré de blé dans un enclos, une perspective à la Van Goyen, au-dessus de laquelle, le matin, je vois le soleil se lever dans sa gloire. Vous avez remarqué le nombre de références à Diaz, à Monticelli, à Van Goyen. Enfin, en fait, il vit par et pour la peinture à travers le regard des autres peintres aussi. Et vous aurez noté aussi la grande précision des teintes qu'il décrit. Il parle de sa maladie néanmoins dans une autre lettre. Je voulais te dire que je crois avoir bien fait d'aller ici, d'abord en voyant la réalité de la vie des fous ou toqués divers de cette ménagerie. Je perds la crainte vague, la peur de la chose. Et puis peu à peu, je puis arriver à considérer la folie en tant qu'étant une maladie comme une autre. Puis le changement d'entourage, à ce que j'imagine, me fait du bien. Pour autant que je sache, le médecin d'ici est enclin à considérer ce que j'ai eu comme une attaque de nature épileptique. Au fil des semaines, et malgré des crises qui sont chaque fois plus terribles, Van Gogh semble aller mieux. Il donne des signes de meilleure santé. Voici ce que nous dit Wouter van der Veen. Il reprit quelques œuvres d'art et les réinterpréta. Enfin, il composa une série ébouriffante de tableaux à partir des gravures que Théo lui envoyait. Rembrandt, Gustave Doré, Delacroix, il ne les copiait pas. Selon ses propres termes, il traduisait ces gravures sans couleur en tableaux vivants et animés. Il se mit aussi à relire Shakespeare qui avait illuminé ses jeunes années. Sur fond de Shakespeare, avec cette lumière tellement incroyable de Saint-Rémy-de-Provence et à la tête, à l'esprit, toutes ces grandes œuvres de Rembrandt, de Delacroix et d'autres, vous imaginez la torture mentale néanmoins de cet homme qui est dans une forme de création permanente. Il écrit à son frère Théo le 10 septembre 89 « Je me vois déjà d'avance le jour où j'aurai quelque succès, regretter ma solitude et mon navrement d'ici, lorsque je vis à travers les barreaux de fer du cabanon le faucheur dans le champ en bas,
à quelque chose, malheur est bon. C'est assez remarquable cette capacité d'ailleurs qu'il a trouvée dans l'infinie concentration du présent de son inspiration, une sorte quelque part de consolation. Et Van Gogh apprend de bonnes nouvelles, il s'en félicite dans ses lettres. 2 de ses tableaux ont été bien reçus au Salon des Indépendants. Une exposition est organisée au début de l'année 1890 à Bruxelles. La première critique de son œuvre, critique qui fait 17 pages et qui se trouve être favorable, est publiée dans le Mercure de France. Et pour la première fois de sa carrière, une de ses toiles, Vigne rouge, a été achetée. Vous voyez que les choses ont l'air de vouloir aller mieux. Et il est ravi, par ailleurs, du mariage de son frère Théo avec Johanna Bonger et de la naissance de son filleul qui s'appellera Vincent, comme lui, Vincent Willem. En mai 1890, Vincent Van Gogh va quitter son asile, il va quitter l'asile de Saint-Rémy-de-Provence pour revenir plus près de Paris et s'installer, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, à Auvers-sur-Oise, bien entendu. Son frère lui a recommandé un médecin, le médecin en question s'appelle évidemment le docteur Gachet. Tout ça nous rappelle des souvenirs de toiles éclatantes et pourtant Vincent, à ce moment-là, n'a déjà plus que 2 mois à vivre. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et grâce à vous, Franck, cet après-midi, nous revivons les 2 dernières années de la vie de Vincent Van Gogh grâce à sa correspondance avec son frère Théo. Il ne reste que 2 mois à vivre pour Vincent Van Gogh qui arrive à Auvers-sur-Oise. Oui, le 20 mai 1890, il a passé quand même 2 jours à Paris pour voir Théo et son épouse. Et le voilà donc à Auvers-sur-Oise. Il s'installe à l'auberge Ravoux. Donc le village n'est pas très loin de Paris, il a été fréquenté déjà par Daubigny, par les Daubigny devrais-je dire, par Corot, par Cézanne ou bien encore par Daumier. Sur les conseils de son frère, Vincent va rencontrer le médecin Paul Gachet, donc chirurgien de guerre, homéopathe, grand amoureux de peinture et qui déjà chez lui a 2 Cézanne et un Pissarro. Van Gogh écrit à Théo le jour de son arrivée « Auvers est bien beau, beaucoup de vieux chaumes entre autres, ce qui devient rare. J'espérerais donc qu'en faisant quelques toiles de cela bien sérieusement, il y aurait une chance de rentrer dans les frais du séjour, car réellement, c'est gravement beau. C'est de la pleine campagne caractéristique et pittoresque. J'ai vu monsieur le docteur Gachet, qui a fait sur moi l'impression d'être assez excentrique, mais son expérience de docteur doit le tenir lui-même en équilibre, en combattant le mal nerveux duquel certes il me paraît attaqué au moins aussi gravement que moi. Causant de la Belgique et des jours des anciens peintres, sa figure raidie par le chagrin redevient souriante, et je crois bien que je resterai ami avec lui et que je ferai son portrait. J'ai bien senti à Paris que tout le bruit de là-bas n'est pas ce qu'il me faut. Van Gogh travaille énormément, puisque, dites-vous qu'en moins de 70 jours, il va produire plus de 80 toiles. Et il écrit autour du 10 juillet à son frère et à sa sœur « Je me suis remis au travail, le pinceau pourtant m'en tombant presque des mains et sachant bien ce que je voulais, j'ai encore depuis peint 3 grandes toiles. Ce sont d'immenses étendues de blé sous des ciels troublés et je ne me suis pas gêné pour chercher à exprimer de la tristesse, de la solitude extrême. Vous verrez cela, j'espère, sous peu, car j'espère vous les apporter à Paris le plus tôt possible, puisque je croirais presque que ces toiles vous diront ce que je ne sais dire en paroles, ce que je vois de saint, de fortifiant dans la campagne. Maintenant, la 3e toile est le jardin de Daubigny, tableau que je méditais depuis que je suis ici. Je crois que certes c'est mieux d'élever des enfants que de donner toute sa force nerveuse à faire des tableaux, mais que voulez-vous, je suis moi maintenant, au moins me sens trop vieux pour revenir sur des pas ou pour avoir envie d'autre chose. Cette envie m'a passé, quoique la douleur morale m'en reste. Le 27 juillet 90, en fin d'après-midi, Van Gogh revient à la fameuse auberge Ravoux. Il est pâle, il est transpirant, il titube, il a les mains et le torse en sang, une plaie d'un coup de feu au niveau de la poitrine, et 2 jours plus tard, il va mourir, donc à 37 ans. Son frère Théo, à ce moment-là, est à ses côtés. Et son frère, mort, il va récupérer une lettre que Vincent avait commencé d'écrire, qu'il avait même écrite entièrement, lettre qui était destinée à son frère et qui est d'une certaine manière une sorte de testament, quelque chose de posthume, une voix qui vient d'au-delà de la mort. Mon cher frère, merci de ta bonne lettre et du billet de 50 francs qu'elle contenait. Puisque cela va bien, ce qui est le principal, pourquoi insisterais-je sur des choses de moindre importance, ma foi, avant qu'il y ait chance de causer affaire à tête à plus reposer? Il y a probablement loin
Les autres peintres, quoi qu'ils en pensent instinctivement, se tiennent à distance des discussions sur le commerce actuel. Eh bien vraiment, nous ne pouvons faire parler que nos tableaux. Mais pourtant, mon cher frère, il y a ceci que toujours je t'ai dit, et je le redis encore une fois avec toute la gravité que puissent donner les efforts de pensée assidûment fixés pour chercher à faire aussi bien qu'on peut. Je te le redis encore, que je considérerai toujours que tu es autre chose qu'un simple marchand de coraux, que par mon intermédiaire tu as ta part à la production même de certaines toiles, qui même dans la débâcle gardent leur calme. Car là nous en sommes, et c'est là tout au moins le principal que je puisse avoir à te dire dans un moment de crise relative, dans un moment où les choses sont fort tendues entre marchands de tableaux d'artistes morts et d'artistes vivants. Eh bien, mon travail à moi, j'y risque ma vie et ma raison y a sombré à moitié. Bon, mais tu n'es pas dans les marchands d'hommes, pour autant que je sache. Bonjour Serge Legat. Bonjour Franck, bonjour Anissa. On m'a vu hésiter un peu sur certaines des lettres de Van Gogh qui sont écrites dans un style extrêmement parlé, extrêmement inspiré en même temps, un peu à la diable, comme certaines des toiles qu'il peint entre les crises. Il y a la même frénésie dans la peinture de Van Gogh que dans son écriture. Il y a ce besoin de faire quelque chose dans l'urgence et ça ressort, et en même temps ce sont des lettres très bouleversantes. On le sent dans ce que vous avez lu. C'est à chaque fois des lettres essentielles, mais où il y a aussi toute une part de la culture de Van Gogh en peinture et également tout son sens de la création artistique. Il exprime admirablement bien ce qu'il veut peindre et ce qu'il veut exprimer dans ses tableaux. Alors tout à l'heure, nous allons avec Lorena visiter l'auberge Ravoux et le reste. Nous irons à Auvers-sur-Oise. Que sait-on aujourd'hui, au juste, de la mort de Van Gogh? Car il y en a eu des rebondissements dans les années passées. Il y en a eu énormément. Bien sûr, la thèse officielle, c'est la thèse du suicide, qu'à une époque, on a totalement remise en cause en disant qu'au fond, il y avait peut-être eu un accident, on a parlé d'un meurtre, on a parlé de beaucoup de choses. Alors, c'est assez intéressant parce qu'au fond, c'est un peu toujours les mêmes choses. Quand on fait beaucoup de spéculations, au bout d'un moment, on revient à la case départ. Et c'est un peu le cas. C'est-à-dire que même l'auteur qui est un peu la base de notre émission aujourd'hui, Wouter van der Ven, lui-même, qui a longtemps remis en cause l'idée du suicide, dans le livre dont on a parlé, Le Capital Van Gogh, revient très nettement à cette idée-là. Alors, les thèses qu'on avait avancées, c'était entre autres que Van Gogh aurait commencé une sorte de relation amoureuse avec la fille du docteur Gachet, que le docteur Gachet, médecin, n'aurait pas été très séduit évidemment de voir l'un de ses patients pouvant commencer une histoire d'amour avec sa fille. On avait donc dit que le docteur Gachet n'a peut-être pas apporté tous les soins qu'il aurait dû apporter à Van Gogh dans ses derniers instants. Ça, c'est vraiment, à mon avis, très tiré par les cheveux. On a même remis en cause le rôle de Théo, alors que l'on sait, vous venez de le dire, que Théo était là, était auprès de son frère dans les derniers instants, et que Théo n'a pas laissé mourir son frère, comme certains l'ont avancé à une époque. Je pense qu'on est vraiment revenu à la thèse, hélas, classique et traditionnelle du suicide et de la mort 2 jours plus tard. Suicide dans une crise ou dans la continuité d'une crise, en tout cas. Alors, on a entendu les mots poignants de Vincent à Théo. Il existe une relation extraordinaire entre ces deux frères. On va en parler dans un instant, bien sûr. On va revenir sur l'ensemble de cette correspondance. Et puis, on va essayer de comprendre qui était ce Théo auquel Vincent rend un hommage aussi vibrant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des frères Van Gogh. Nous allons plus loin avec votre invité. Franck, vous recevez cet après-midi Serge Legat, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Alors il y a cette correspondance, bien sûr, qui nous permet d'entrer dans l'intimité de cette relation fraternelle. Théo, le petit frère qui soutient presque à bout de bras ce grand frère un peu difficile, c'est un peu la cigale et la fourmi, les deux d'ailleurs. Oui, et c'est vraiment encore une fois une relation fusionnelle. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Théo va prendre la place du père, parce qu'à la base, c'est le père de Van Gogh qui soutient son fils financièrement. Quand le père disparaît, Théo se sent une sorte de mission qui est celle de soutenir le jeune, en fait le plus âgé que lui, Vincent, et il le prend totalement en charge. Et c'est vrai qu'on a vu les sommes d'argent qu'il va lui donner, qui sont tout à fait importantes pour l'époque. Mais d'où vient-il cet argent? Il gagne bien sa vie, Alors, Théo. Lui-même est dans le monde des galeries d'art. Alors là, il y a vraiment un terrain familial, puisque la famille de Van Gogh avait pour une part un monde qui était un monde de galeries d'art. C'est la raison pour laquelle Vincent jeune a commencé à travailler dans ce
domaine-là. Théo, à son tour, travaille. La seule différence, c'est que Vincent, lui, n'a jamais été qu'un employé dans ces galeries et que Théo va diriger vraiment un employé fugace. Un employé fugace qui, à la fin d'ailleurs, est un employé très absent au départ. Et Théo, lui, au contraire, à Paris, va diriger la succursale de cette grande maison. Alors, c'était la galerie Goupil à l'origine, qui deviendra Bousseau et Valadon, puisque Bousseau et Valadon vont racheter la galerie Goupil. Et Théo dirige donc cette galerie parisienne. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Vincent le rejoint à Paris en 1886. Vincent vient chez son frère. On a cité des chiffres tout à l'heure. En fait, 235 francs par mois, c'est pas mal quand même. Mais c'est tout à fait extraordinaire. On a un bon point de repère. 235 francs, c'est ce que Van Gogh touche de son frère quand il est à Arles. Voilà, eh bien, son grand ami, le fameux facteur Roulin, on a toute cette série de portraits, le facteur Roulin, qui est père de famille, qui a 3 enfants, fait vivre une famille de 5 personnes pour 135 francs par mois. Vincent, lui, en touche de 135. C'est tout à fait colossal. C'est vraiment une somme. Et on peut dire, alors là, je pense que c'est une des choses qui est intéressante dans l'ouvrage Le Capital de Van Gogh, c'est que Vincent est quelqu'un qui est avant tout un dépensier. C'est quelqu'un qui ne gère pas son argent. Il dépense, il est généreux, il fait des cadeaux. Et puis, il aime le bon vin. Il va pas boire le mauvais vin qu'on peut servir dans les auberges de l'époque. Il demande du bon vin, il demande de la bonne chair, il utilise des bonnes couleurs, il utilise des bonnes toiles. Tout ça coûte de l'argent, ce qui fait qu'il est en perpétuel besoin d'argent, mais à la base, il a de l'argent. Et Théo comprend. Théo va même jusqu'à devancer ses attentes. Ça, totalement. Et ce qui me paraît très extraordinaire dans leur rapport, c'est à quel point Vincent, au bout d'un moment, a aussi besoin de l'aval de son frère. Et c'est pour moi une des choses les plus passionnantes qui soit, c'est que chaque fois que Vincent a l'idée d'un tableau, il écrit à son frère pour lui dire, voilà, j'ai envie de peindre ceci, cela. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il décrit le tableau. Vous avez dit à quel point les lettres étaient des lettres très picturales en tant que telles. Bien, Vincent décrit le tableau, il fait même une chose. Dans certaines lettres, on a des petites vignettes de la taille d'un timbre-poste où il silhouette le tableau à venir. Alors, quand on parle d'un artiste fou qui ne contrôle pas sa création, là, ça tue complètement cette image. C'est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, il n'y a pas le fou et le sage, si je puis dire, puisque Théo lui-même a quand même des problèmes. Oui, alors Théo va avoir un problème psychologique, il va y avoir surtout un grave problème qui à l'époque est hélas un problème très récurrent que Vincent avait connu, c'est la syphilis. Et la syphilis attaquait le corps mais attaquait aussi l'esprit. Et d'ailleurs Théo Van Gogh mourra quelques mois après son frère Vincent et il meurt dans un asile d'aliénés parce que la syphilis a hélas fait son œuvre. Alors ces 2 frères sont issus d'un milieu nettement plus cossu qu'on ne l'a dit. Mais nous avions déjà eu l'occasion de le dire ensemble à ce micro d'ailleurs. Absolument. Ça, c'est vraiment un lieu commun déjà de faire de Großzundert. On le décrit comme un petit village brabant où il y aurait 3-4 maisons, pas du tout. Il y a plusieurs milliers d'habitants à l'époque. Et puis la famille de Van Gogh, c'est une famille de la bourgeoisie protestante. On est dans un monde bourgeois. Un des oncles de Van Gogh est amiral, d'autres sont dans le domaine des galeries. Le père de Van Gogh est pasteur. On n'est pas du tout dans un milieu misérable. En fait. Voilà, on est très loin de Victor Hugo. Ce qui nous fait peut-être, ce qui a pu faire penser cela, c'est que les premières toiles de Van Gogh s'attachent à décrire des milieux qui, eux, sont miséreux, en revanche. Alors là, ça c'est vraiment l'ancrage de Van Gogh dans une réalité qui est la réalité d'abord de la peinture hollandaise. Parce qu'il avait une espèce de vocation religieuse au départ. Totalement. Et il considère que les humbles sont vraiment les créatures de Dieu. Donc il peint des paysans, il peint des tisserands, qui sont vraiment des artisans très pauvres à l'époque, et il aime à représenter ces hommes et ces femmes qui, pour lui, sont les gens qui sont issus de la terre et qui vivent. Quand il peint les mangeurs de pommes de terre, ce sont des gens qui se nourrissent de ceux qu'ils ont fait pousser. Si Vincent n'avait pas eu en lui cette créativité extraordinaire, et s'il n'avait pas donc été très instable, disons-le, il aurait pu devenir avec son frère marchand d'art, on aurait pu imaginer que les frères Van Gogh deviennent de grands négociants d'art, etc. C'est un peu ce qu'imagine, si je puis dire, et ce que va finir presque par conclure Wouter van der Veen dans son livre. C'est d'ailleurs, j'allais dire, un peu l'idée qui nous a beaucoup séduit, Franck. A priori. Nous, quand on a vu le titre, le sous-titre surtout, on a été très séduit. Alors moi, je vais être un peu franc, je trouve que Le Capital de Van Gogh, c'est un livre qui me fait l'impression d'un pétard mouillé, pour être franc. On attend beaucoup, on découvre des choses, il y a indéniablement de la part de l'auteur une culture sur Van Gogh. Bon, l'auteur est quand même le directeur scientifique de l'Institut Van Gogh de Vers-sur-Oise. Il sait de quoi il parle, il a écrit plusieurs livres, tout ça est très 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 richement documenté. Mais les révélations qu'on attend n'y sont pas.
Dire que Van Gogh est un spéculateur, que c'est un homme intéressé par l'argent et qu'il mise sur la peinture à venir, ça n'empêche que Van Gogh a connu... La collection constituée et dont Johanna plus tard va tirer Alors voilà les fruits. Un personnage qui est extraordinaire. Oui. C'est la belle-sœur de Van Gogh, la femme de Théo. Alors elle est une femme absolument extraordinaire. C'est une femme qui va savoir admirablement, intelligemment valoriser la collection qui est la collection familiale. Elle part avec les tableaux de Vincent, elle sait les vendre, elle sait les exposer. Elle fait même une chose admirable. Vous avez parlé dans une lettre des tournesols. La version qui est à la National Gallery de Londres, c'est Johanna qui la vend. Mais elle la vend à un prix relativement modeste pour l'époque où les tableaux de Van Gogh sont déjà des tableaux qui se vendent très cher, parce qu'elle se dit qu'un tableau de Van Gogh dans un musée aussi important que la National Gallery de Londres, ça valorisera le reste de la collection. Donc elle est une femme qui a un vrai tempérament de vendeur et elle sait mettre en valeur la collection. Moi je trouve que Johanna c'est vraiment un personnage passionnant. Alors venons-en quand même, on ne comprendrait pas que vous veniez, Serge, dans cette émission consacrée à Van Gogh et que nous ne parlions pas de peinture. Venons-en maintenant au tableau. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Vincent Van Gogh et son frère Théo cet après-midi. Nous avons parlé de ces hommes entrepreneurs. Nous allons maintenant parler peinture, forcément, puisque Serge Legay est avec nous. Il est conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Alors Serge, ce qu'il faut peut-être commencer par dire, c'est que cette œuvre relativement prolifique, quand même, 870 tableaux, plus de 1000 dessins, tout ça dans une période très ramassée. C'est hallucinant, puisque Vincent meurt jeune, il se suicide à 37 ans, et il a commencé la peinture tard. Donc c'est en 10 ans que l'on a 870 tableaux et 1 millier de dessins. C'est hallucinant, c'est une des œuvres les plus riches qui soient. Et ce qui explique d'ailleurs une chose, c'est aussi l'extraordinaire diversité des styles. Alors ça, c'est comme si c'était des chapitres. Ah mais complètement, et ça peut changer en quelques mois. Quand vous voyez une toile de Van Gogh, vous pouvez savoir, si vous connaissez bien cette œuvre, vous pouvez savoir quasiment au mois près quand elle a été peinte. Totalement, et on voit, alors on va en parler, c'est une évolution fabuleuse. Et puis il y a aussi une chose, c'est qu'il y a des différences de qualité entre les tableaux. Et une des choses qu'on a trop oubliées, Vincent est un peintre qui n'est pas un peintre du tableau unique. Quand il aime certains sujets, quand il travaille sur des sujets pour lui jugés importants, il en fait plusieurs versions. Comme presque tous les peintres, et comme faisaient les impressionnistes notamment. Oui, mais justement, c'est très différent. Chez Monet, quand Monet fait une série, tous les tableaux sont importants et ils sont faits pour être vus ensemble. Les nymphéas, les peupliers. Comme une sorte de déclinaison. C'est une déclinaison. Chez Vincent, si on fait 4 fois l'Arlésienne, il y aura un tableau plus important et c'est l'œuvre aboutie. Les autres sont des préparations. Ça n'est pas la même idée. Et que deviennent-ils les autres alors ? Les autres sont répartis par la suite dans des collections, puisqu'en plus du vivant de Van Gogh, à part la Vigne Rouge qui est vendue et qui est maintenant au musée Pouchkine de Moscou, des dessins qui sont vendus. Ça, quand on dit que Vincent n'a vendu qu'une œuvre, c'est faux. Il a vendu au moins une vingtaine de dessins, mais c'est vrai que les autres œuvres vont être réparties. Mais ce qui est passionnant, c'est de les voir réunis de nos jours dans des expositions. Oui, alors, parce qu'on voit très très bien qu'il y a un tableau plus important que les autres. Il y a le musée ou la collection qui possède le bon et puis les autres. Exactement. Et c'est là où il y a une vraie différence entre les séries de Cézanne, les séries de Monet et le travail de Van Gogh. Et autre idée fausse qu'il faut peut-être redresser un peu, c'est cette idée d'un homme qui peindrait sans source et sans racines, si je puis dire. Pas du tout, il passe son temps à citer des peintres. Et il a même une chose, Vincent considère qu'un peintre doit toujours avoir un enseignement. Quand il est à La Haye, il suit des cours. Quand il vient à Paris, ça ne durera pas longtemps, mais il s'inscrit dans l'atelier de Cormon, qui est un atelier très officiel. Donc Vincent est quelqu'un qui a besoin de faire ses classes, c'est quelqu'un qui considère que la formation c'est importante, et puis il a une culture extraordinaire. Vous avez parlé de Saint-Rémy de Provence, il reçoit de la part de Théo énormément de gravures qui lui permettent de travailler d'après Rembrandt, d'après Delacroix, et d'après Millet, puisque s'il y a bien une passion pour Van Gogh, c'est Millet, le peintre en sabot. C'est un peu le peintre quand même d'une forme de ruralité d'ailleurs, Van Gogh. Et là, les œuvres de jeunesse de ce point de vue sont particulièrement fortes. Elles sont étonnantes, elles sont noires, elles sont grasses, elles sont crépusculaires. Aux mangeurs de pommes de terre. Les mangeurs de pommes de terre. Donc, comme par hasard, il existe plusieurs versions. Dès le début, ça commence, et ce sont des tableaux qui sont nourris d'une peinture sombre à la manière hollandaise. Et par la suite, alors c'est la révélation de la lumière. On quitte Nuenen, cette période très sombre,
On passe par Anvers, c'est le choc des estampes japonaises. À mon Alors avis, là, les estampes japonaises, c'est la bascule. Ah, si je c'est puis la dire. révélation. Ouais. C'est la révélation très importante. Et puis, il y a aussi, à mon avis, à Anvers, la découverte de la peinture de Rubens, qui est une peinture très lumineuse. Et Van Gogh voit cette luminosité. Puis, il arrive à Paris. Là, bien sûr, c'est le contact avec toute la peinture que Théo est en train d'essayer de vendre. Donc il rend les impressionnistes. Et puis, la nouvelle génération. On sait que Vincent arrive à Paris en 86, l'année où le grand choc c'est la révélation. Bien et sûr. comme par hasard, Vincent se met à faire des tableaux qu'on appellerait pointillistes. Un peu pointilliste. Il y a quelque chose de pointilliste, avec beaucoup de juxtaposition de couleurs pour créer des effets de lumière. Extraordinaire. Et puis il part en Arles. Alors là, c'est l'explosion de la lumière et de la couleur. Et puis il y a Saint-Rémy de Provence et Auvers-sur-Oise. Cette chose tellement particulière à certaines des toiles arlésiennes, c'est le traitement de la lumière de nuit. Ça, c'est quand même, ça c'est formidable. Alors là aussi, c'est une des choses sur lesquelles on a beaucoup glosé. Entre autres, la fameuse nuit étoilée, qui s'appelle en fait Effet de nuit. Ce tableau où on a un ciel très tourmenté. En fait, Vincent dit lui-même qu'il a exagéré la taille des étoiles. Donc là aussi, par moments, on projette beaucoup de choses que Vincent lui-même savait avoir faites par volonté. Quand il fait ses étoiles beaucoup trop grandes, il le fait volontairement. Donc il y a tout un travail qui est un travail, et les nocturnes, c'est important pour lui. C'est un moyen aussi de mettre en valeur une lumière au-delà de la réalité. Période d'apaisement, si l'on peut dire, une sorte de parenthèse à Saint-Rémy de Provence avec les champs d'oliviers ou de pêchers en fleurs, etc. Et puis arrive la fin, si je puis dire, et cette espèce de noirceur des dernières toiles extraordinaires. Et qui est en même temps éblouissante. On comprend que toute la modernité s'en nourrira. Les fauves vont adorer un de Rhin, Vlaminck. Vlaminck disait qu'il avait plus aimé Van Gogh que son propre père. Tellement c'était fort pour lui. Les artistes allemands, Nolde, Émile Nolde, une des grandes figures de l'expressionnisme allemand, aura un culte absolu pour Van Gogh. Et là, c'est la force. Quand on voit le champ de blé au corbeau, merveilleux tableau du musée Van Gogh d'Amsterdam, qu'on a longtemps pris pour étant le dernier tableau. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on pense que le dernier tableau est aussi au musée Van Gogh, et il s'appelle Racines. Ce sont des racines d'arbres. Et là, pour moi, il y a peut-être une explication du geste à venir. Parce que dans Racines, la figuration disparaît quasiment totalement. On est dans quelque chose qui dépasse maintenant la figuration. Y a-t-il à ce moment-là pour Van Gogh une sorte de dépassement de lui-même? Et c'est ce que ça explique le geste, qui est celui d'un artiste qui se rend compte que cette folie latente avec laquelle il vit depuis des années est maintenant quelque chose qui va prendre une part trop forte et qui pourrait expliquer le geste qui est le geste qui entraînera sa mort. Il y a tout aussi un questionnement qui se crée, parce que si Van Gogh a eu besoin de professeurs en peinture, il a toujours eu besoin de médecins. Il croyait en la médecine, il a des bons rapports avec ses médecins. S'il vient au Vers-sur-Oise, c'est pour le docteur Gachet, et il a une croyance dans l'idée que la médecine va lui permettre de contrôler au moins cette peur de la folie qu'il sent à côté de lui. Ça, c'est aussi le côté très positif de Van Gogh. Dans le côté dramatique, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi un côté positif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à une époque, on avait un peu remis en cause l'idée suicide. Parce qu'on trouve avec cette étude période où il allait tellement mieux sur beaucoup de plans. Il y a les corbeaux noirs. Il y a quand même les corbeaux, mais il y avait des choses qui étaient là. Il était plutôt heureux chez le docteur Gachet. Les rapports étaient bons. Il y avait peut-être ce lien amoureux avec la fille du docteur Gachet. Et on se dit pourquoi ce geste? C'est pour ça qu'on s'est posé beaucoup de questions à une époque. En fait, on peut penser que c'est aussi un mal inhérent au personnage. Nous allons aller sur place, Serge, si vous voulez bien. On va aller justement chez le docteur Gachet. On va aller à l'auberge Ravoux, etc. Lorena Martin nous y attend. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous voici à Auvers-sur-Oise, sur les pas des Van Gogh, Théo et Vincent, grâce à Lorena Martin. Bonjour Lorena. Alors, il faut aller à Auvers-sur-Oise parce que tout est encore là, il faut le dire. Ça, c'est fascinant. C'est encore l'âme de ces peintres. Ah oui, vraiment. Sur place. Ouais. Oui, on est à une trentaine de kilomètres de Paris. C'est un petit village assez pittoresque, tout en longueur de 7 kilomètres au bord de l'Oise et qui a tant inspiré donc nos peintres Vincent Van Gogh, Pissarro, Paul Cézanne, Honoré Daumier ou Charles-François d'Aubigny. Et le village met encore largement à l'honneur tous ces peintres. Il existe 2 parcours de visite en pleine nature, le long de la vieille rue, autour de la place de la mairie et sur les bords de l'Oise.
d'Oise. Il y a le chemin des peintres, axé sur les pas des Van Gogh, et l'autre sur les pas des impressionnistes. Et tous les parcours sont téléchargeables gratuitement à l'Office du tourisme. Téléchargeable, c'est-à-dire que vous téléchargez ça sur votre tablette ou téléphone portable. Oh là là, ça me dépasse, moi. Mais ça doit être formidable, je n'en doute pas du tout. Donc, Van Gogh, Vincent, a vécu à Auvers-sur-Oise les 2 derniers mois de sa vie, c'est ce que nous disions. Énormément de toiles, plusieurs dizaines, des dessins. 70 toiles, 30 dessins et gravures, parmi lesquels, vous venez de le dire, le Champ de blé au corbeau, l'église d'Auvers, le docteur Gachet. Alors, et justement, allons à la maison du docteur Gachet, peut-être. Oui. C'est chez lui qu'en 1890, Vincent Van Gogh réalise plusieurs tableaux et son unique eau-forte, L'homme à la pipe, portrait du docteur Gachet. Et c'est une maison blanche à 3 niveaux, coiffée d'un toit en tuiles plates. Son jardin très aménagé, c'est une sorte de musée maintenant. Exactement, son jardin surplombe la vallée de l'Oise. Elle est labellisée Maison des Illustres depuis cette année. Et la visite de la maison est gratuite d'ailleurs. Et on y trouve quelques objets oubliés dans le grenier qui appartenaient au docteur, quelques œuvres de Zadkine et d'autres impressionnistes moins connus qui ont côtoyé le docteur. Et en ce moment, il y a même une exposition qui s'appelle Mélancolia, art et psychiatrie au 19e siècle, maison du docteur Gachet jusqu'au 24 juin. Il faut évidemment faire le tour de l'église Notre-Dame de l'Assomption, ne serait-ce que pour voir le chevet le plus célèbre du monde, n'est-ce pas, puisqu'il a été peint par Van Gogh. Et qui a besoin de dons, puisqu'elle les couvertures et charpentes de l'église sont en restauration suite à un éboulement de pierre, et ils ont besoin encore de dons. Donc il y a seulement 110 000 euros qui ont été collectés, et ils attendent 600 000. Et puis, vous pouvez vous restaurer, bien sûr, à l'auberge Ravoux, qui était la pension de Van Gogh, et c'est là que vous pouvez aussi voir sa toute dernière chambre. Qui est restée intacte. Il occupait la chambre numéro 5 qu'on peut visiter, qui est classée monument historique. Il faut imaginer une mansarde assez modeste de 7 mètres carrés, éclairée d'une simple lucarne. Disons même miséreuse. Totalement miséreuse, éclairée d'une simple lucarne percée dans le toit et qui donne sur le palier du second étage, et il meurt donc dans cette auberge. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on emprunte l'escalier qui n'a pas changé, avec sa rampe qui n'a pas changé, et qu'on arrive devant cette porte, rien que d'en parler, c'est vraiment très étonnant. On a l'impression que Van Gogh est encore là. C'est magnifique ce qui a été fait de ce point de vue. Je trouve que c'est un des lieux qui a gardé une authenticité. Souvent, ces lieux qui sont des lieux de souvenirs sont un peu factices. Là, il y a cette dimension et on est absolument bouleversé, et on comprend aussi tout ce qui s'est passé dans ces tout derniers instants de la vie de Van Gogh. Oui. En tout cas, on est dans l'atmosphère complètement. On peut aussi revoir le film de Piala au passage. Oui, très très beau film avec une interprétation absolument habité de Jacques Dutronc qui a vraiment donné une dimension assez exceptionnelle au personnage. Merci beaucoup Serge, merci Lorena d'être allée à Auvers-sur-Oise pour nous préparer, si je puis dire, pour nous ouvrir la voie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors tous les jours sur Europe 1, vous entendez et vous attendez Laurent Cabrol, Christine Peña, Valérie Darmon qui vous annoncent le temps qu'il va faire. Et bien justement aujourd'hui, vous nous proposez de revenir sur les origines de la météo dans les médias. Eh oui, alors le premier bulletin météo à la radio, figurez-vous, c'était le 15 juillet 1922. Donc c'est quand même relativement récent, ça fait même pas encore 100 ans. L'émetteur de la Tour Eiffel à l'époque diffuse les premiers bulletins radiodiffusés de prévision, et les gens au début ne sont pas habitués du tout à ce qu'on leur dise quel temps il va faire. Ça a eu du succès d'ailleurs, forcément. Si vous allez à la télévision, vous savez que nous avions notre météorologiste ici à Europe numéro 1 avant notre cher Laurent Cabrol, c'était évidemment Albert Simon, avec sa voix tellement particulière, inimitable. À la télévision, le bulletin météo est créé en 1946, donc à une époque où la télévision est tout à fait balbutiante, évidemment. Ce bulletin, il ne s'étoffe, il ne devient quotidien qu'à partir de février 1958, avec des présentateurs qui, là encore, sont devenus quasiment des familiers des Français, parce que ce sont les gens qui entrent dans les foyers tous les jours et qui accompagnent et qui vous parlent du temps qu'il va faire, etc. C'est assez important. On se souvient notamment, entre autres, de la personnalité d'Alain Gillot-Pétré. Bon vent à vous. Bon vent à vous, avec sa fameuse pochette toujours très, très voyante. La prévision météo a connu beaucoup de révolutions techniques dans la présentation, dans la façon d'établir le bulletin. Entre nous soit dit, il n'y a pas eu de progrès très considérable, même si vous savez qu'avec certains ordinateurs, avec le développement des calculs, des fractales, etc., on a réussi quand même à être un peu plus pointu qu'on ne l'était.
restons quand même assez prudents. On a mis en place dans les médias un langage assez spécifique. Vous savez, on parle des averses, de la bruine. Il y a un langage qui est approprié, qui devient assez pointu et que les présentateurs s'empruntent, si je puis dire, de l'un à l'autre. Quant au besoin de connaître la météo, qui moi, mais pas toujours entre nous, il est phénoménal. Et vous verrez que les gens sont toujours très attentifs dès qu'arrive le bulletin météo. Et comme dirait Laurent Cabrol, ce week-end, ça sera PPO, le parapluie par obligation. Sauf que Laurent Cabrol dit toujours cette fin de semaine, et ce c'est congé de fin de semaine. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.